Ce journal vous est offert par la BCDC. Il y a 50 ans, mourait Patrice Emery Lumumba, le père de l'indépendance du Congo, un homme, un héros, un révolutionnaire, une idéologie. On en parle dans ce journal avec Jules Kidinda. Et puis ce jour, les Congolais se rappellent également de l'impressionnante éruption volcanique du Nyiragongo il y a 10 ans dans la ville de Goma au Nord Kivu. La catastrophe occasionna le déplacement de 500 000 personnes, 45 morts et des dégâts matériels inestimables. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous sur la Télé 50. 17 janvier 1961, mourait le père de l'indépendance du Congo, Patrice Emery Lumumba, celui qui eut le cran d'affronter les colons belges et leur arracher la souveraineté du Congo, devenue aujourd'hui République démocratique du Congo. Il fut aussi le premier ministre du premier gouvernement après l'indépendance. Alors qui fut ce héros dont l'histoire est gravée dans l'esprit des Congolais? Réponse dans cet élément de Graça Lambo. Né le 2 juillet 1925 à Onalua dans les territoires de Katakokombe au Sankourou, Patrice Emery Lumumba a fréquenté l'école catholique des missionnaires, puis une école protestante tenue par des Suédois. Employé des bureaux dans une société minière dans la province du Sud Kivu jusqu'en 1945, puis journaliste à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et Stanleyville, l'actuel Kisangani. Lumumba s'est également plongé dans des manuels d'histoire pour étudier plus en profondeur la Révolution française et l'histoire d'Haïti, des États-Unis et de la Russie. En septembre 1954, il reçoit sa carte immatriculée, réservée par l'administration belge à quelques éléments remarqués du pays. En 1955, il crée une association, celle des personnels indigènes de la colonie, et aura l'occasion de s'entretenir avec le roi Baudouin en voyage au Congo sur la situation des Congolais. En 1960, Patrice Emery Lumumba devient le premier ministre du Congo. Il est assassiné le 17 janvier 1961 au Katanga. 51 ans après, sa famille biologique réclame que la lumière soit faite autour de sa mort. On vient donc de suivre le portrait de celui qui déclara que notre indépendance n'était pas un cadeau des Belges, mais le fruit d'une lutte. Sur ce plateau, nous recevons un invité, Jules Kidinda, analyste politique, pour analyser justement l'impact de la lutte de Patrice Emery Lumumba. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'au regard du contexte politique actuel, pouvons-nous dire que la mort de Lumumba n'était pas vaine et qu'aujourd'hui la souveraineté est acquise? Non, on ne peut pas dire que la souveraineté politique est totalement acquise. Il est vrai que la RDC, après avoir organisé à elle-même 95% du processus électoral, affiche une marque de souveraineté politique. Mais cette souveraineté politique fait déjà peur aux avocats de l'interventionnalisme occidental qui commencent déjà à menacer cette souveraineté. Pourquoi? Parce que le mécanisme utilisé par ces personnes-là est connu, c'est-à-dire qu'on essaie de fragiliser le processus électoral. On le fragilise comment? On le fragilise en parlant beaucoup d'irrégularités et surtout en utilisant un outil qui est connu, qui est une recette qui est connue, qui est vieille comme le monde, c'est-à-dire en essayant de parler dans les coulisses la nomination d'un intermédiaire qui aurait pour charge de faciliter la formation d'un gouvernement d'union nationale. En somme, ça voudrait dire forcer les vainqueurs et les perdants d'un vote à former ensemble un gouvernement. C'est en cela que la souveraineté politique est menacée et donc il faut faire attention. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour justement éloigner l'ingérence des pays étrangers, conserver notre souveraineté? Alors il faut cultiver ce qu'on appelle le patriotisme, c'est l'amour de ce pays. On sait très bien que c'est la solution à tout, parce que déjà les politiques, ils ne font pas la politique pour eux-mêmes, ni pour leurs amis, ils font la politique pour améliorer le quotidien des Congolais.
Lorsque vous cédez à la sirène de la communauté internationale qui veut absolument, là, semer un peu le trouble, quand on sème le trouble, quand on divise un petit peu, on essaie de créer une crise qui n'existe pas. En fait, il faut savoir toujours, quand on crée une guerre, on crée une crise, il y a toujours derrière des gens qui en profitent. Ce n'est pas les Congolais, ce ne sont pas les Congolais qui sont les premiers bénéficiaires. Donc il faut absolument que dans ce pays, on cultive cela, qu'on soit d'abord amoureux de ce pays, que dans toute négociation, dans toute démarche, que l'intérêt national passe avant l'intérêt privé. Alors, il y a les enfants de Lumumba qui demandent à ce que des enquêtes soient menées sur la mort de leur père. Est-ce que vous croyez qu'ils pourront obtenir les résultats escomptés, puisque ça fait longtemps qu'ils demandent des enquêtes et jusqu'à présent, il n'y a rien? Oui, juridiquement, ils ont raison. Parce que lorsque vous connaissez l'auteur d'un assassinat, l'auteur d'un accident, juridiquement, il vous est possible effectivement de demander réparation à cet auteur-là. Oui, aujourd'hui, à partir du moment où les dossiers qui étaient maintenant mis à la disposition, qui peut être mis à la disposition de la famille en tout cas, démontrent effectivement la part de responsabilité de certains États, notamment la Belgique par exemple. Oui, la famille Lumumba est en droit de porter l'affaire devant la justice et a beaucoup de chances effectivement d'obtenir réparation de cette perte-là, perte pour nous tous. Et l'État congolais peut dans cette instance, dans ce procès, se porter partie civile parce qu'effectivement nous autres, nous avons souffert de cette disparition brutale de Lumumba. Oui, est-ce que nous pouvons nous dire aujourd'hui, 51 ans après, que l'idéologie de Lumumba est toujours prônée? Oui, je pense que, alors, je veux dire, 75 ans après le colonialisme et 36 ans après une dictature coloniale et 5 ans de guerre, d'agression, on peut considérer qu'aujourd'hui, effectivement, et avec le président actuel, avec certains jeunes qui montrent effectivement que la défense de l'intérêt national prend de plus en plus forme. Je le vois, je peux citer notre partenaire, enfin notre ami, un média, Télé7, qui souvent organise des débats sur la non-balkanisation du Congo. Ça a toujours un but, un sens, c'est-à-dire essayer de rappeler à tous nos enfants, à nous autres, la défense d'abord de l'intérêt national de notre pays. Merci, M. Jules Kidinda. Je rappelle que vous êtes analyste politique sur Télé 50. Je vous en prie, madame. Merci. Et puis aujourd'hui, on se rappelle également de l'impressionnante éruption volcanique du Nyiragongo. Il y a 10 ans, cette éruption avait détruit le centre-ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Goma vit toujours sous la menace directe de ce volcan actif qui contient un lac de lave en fusion. Retour sur cet événement. Du 7 janvier 2002, il est 5 heures du matin, 3 coulées de lave dévalent la pente du Nyiragongo, situé à 22 km de la ville de Goma. L'aéroport de Kavumu est la première infrastructure à être touchée et la piste est coupée en deux. La lave s'approche de la ville et attaque Goma en plein centre. Elle descend par l'avenue principale, brûlant tout sur son passage, élargissant parfois aux rives adjacentes avant d'arriver au bord du lac Kivu. La coulée se jette dans l'eau, un énorme bouillonnement de vapeur. Une chance, la pente du terrain est faible à Goma, du coup la lave va lentement et encore plus lentement au fur et à mesure qu'elle refroidit. Beaucoup de gens ont alors le temps de fuir en récupérant le maximum possible de leurs biens. La catastrophe provoque le déplacement de 500 000 personnes, mais finalement assez peu de victimes au regard de son ampleur. On compte 45 morts et les dégâts matériels sont inestimables. Pendant les jours qui suivront, Goma vivra dans l'angoisse d'une émanation du gaz méthane emprisonnée au fond du lac. Elle ne s'est pas produite. Aujourd'hui, comme dans toutes les villes volcaniques du monde, on a reconstruit partout sur la coulée en attendant la prochaine éruption. Les problèmes humanitaires du Kasaï occidental sont désormais une préoccupation du Comité international de la Croix-Rouge. Confirmation donnée par la chef de la mission de cette institution dans le Kasaï occidental, Péressi Louard. C'était à l'issue d'une audience lui accordée par le gouvernorat de cette province la semaine dernière. Nous y reviendrons. Dans le reste de l'actualité, le procès de Hosni Moubarak a repris ce mardi au Caire pour entendre les arguments de la défense qui dispose de 5 jours pour plaider la cause du président égyptien déchu. Arrivé une nouvelle fois allongé sur une civière au tribunal, Moubarak est accusé de meurtre et de corruption. Les procureurs ont demandé la peine capitale. La même peine a été réclamée pour son ministre de l'Intérieur de l'époque et 6 anciens hauts responsables. Environ 850 personnes ont été tuées durant le soulèvement de janvier-février 2011. Les avocats de la défense ont jusqu'à la mi-février pour plaider les cas de tous les prévenus avant un verdict dont la date n'est pas encore connue.
Un nouvel ouvrage sur le marché du livre, Bela Wenda, du professeur Mutombonkulu Tsenga. Un des membres de l'Union des écrivains du Congo, Mutombonkulu Tsenga, a présenté hier son nouvel ouvrage qui est au fait un recueil de 25 poèmes. On retrouve des titres comme Le rêve du nouveau-né, Terre des ancêtres, La grand-mère, L'arbre à palabres. À travers ce recueil, Mutombonkulu Tsenga s'efforce donc de transmettre le génie littéraire congolais dans le monde. Vous pouvez déjà retrouver ce recueil de poèmes sur le marché du livre. Sur le continent, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton est arrivée hier lundi en Côte d'Ivoire, deuxième étape de sa tournée ouest-africaine après le Libéria. Pour les Ivoiriens, la visite d'Hillary Clinton à Abidjan est synonyme d'un retour à la normalité dans le pays. Charlotte Ibwaba. Pour les autorités ivoiriennes, la visite d'Hillary Clinton à Abidjan est un signe de plus qui marque le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. C'est le deuxième chef de la diplomatie américaine à fouler le sol ivoirien. La première fois, c'était il y a 25 ans. Hillary Clinton sera reçue aujourd'hui par le chef d'État ivoirien. Les deux personnalités parleront de restauration de l'état de droit, de justice, de sécurité et des relances économiques en Côte d'Ivoire. En matière de restauration de la justice, Washington a déjà déboursé 400 millions de francs CFA destinés à faire fonctionner 15 tribunaux ivoiriens réhabilités après la crise post-électorale. Selon le porte-parole du gouvernement Bruno Koné, c'est la preuve que la Côte d'Ivoire est à nouveau fréquentable et c'est un signe que la normalité des retours dans le pays. En sport, après plusieurs mois de silence, la Fédération de volleyball du Congo a donné hier lundi le coup d'envoi de la 8e coupe de la FEVOCO. C'est au stade des Martyrs. Plusieurs sportifs congolais étaient présents. Kadikoulab. Un seul match était à l'affiche de cette 8e édition de la Coupe de la Fédération des volleyball du Congo, lundi au stade de Martyrs à Kinshasa. Les Volley Club Force Terrestre de la capitale a battu un autre club de Kinshasa, Espoir, sur le score de 3-7-0, soit 25-9, 25-15 et 25-19. Parce qu'ils avaient un jeu cohérent, un jeu collectif cohérent, bon, ils ont gagné, Nous nous sommes préparés en conséquence, on a mis du sérieux dans la préparation. Ça a toujours été, au niveau de la force terrestre, la préparation était toujours très importante parce que quand on a pris l'habitude de gagner, il faut rester au top. Quand on veut rester au top, on met tous les atouts sur le top. Signalons que seules 3 provinces ont confirmé leur participation à ces championnats nationaux qui devaient démarrer depuis le 12 janvier dernier. On allait un peu, il faudrait que les acteurs dirigeants puissent un peu élever le niveau de volleyball au Congo parce que c'est vraiment difficile. Il n'a pas d'engouement, il n'a pas d'ambiance. Je crois que particulièrement c'est une mauvaise impression pour lui. Deux groupes se disputeront cette coupe de la FEVOCO chez les messieurs. Dans le groupe A, on retrouve Onatra, Espoir, Police, Main Noire et Force Terrestre. Dans le groupe B, on cite la 8e région, le VC Mazembe, Mwangaza Tonnerre et Negrita. Alors que chez les dames, le championnat se jouera en aller-retour entre Desampé, Canon, V-Club et Gracia. La deuxième journée prévoit ce mardi au stade de Martyrs, 5 matchs dont 3 chez les messieurs et 2 chez les dames. Et puis, championnat d'Afrique de handball au Maroc, bonne prestation de la RDC. Les sélections masculines et féminines n'ont pas gagné hier pour la dernière journée, mais ont obtenu leur ticket pour le prochain tour. Les messieurs ont été battus par la Tunisie sur la marque de 32-20, mais sont tout de même qualifiés en quart de finale où ils affrontent cet après-midi l'Algérie, tandis que les dames ont fait match nul de 28-28 contre la Côte d'Ivoire et sont également qualifiés en quart de finale. Fin cette édition du journal. Merci de votre fidélité et de nous suivre également sur Internet. Restez avec nous, la revue de presse est tout de suite.